quelque chose que j'ai appris à faire relativement rapidement. D'abord pour mon alimentation et puis après pour n'importe quelle autre question que j'avais. Comme ça au quotidien, et pour les menus problèmes qui peuvent se passer dans la vie courante au fil du jour. Ça a été de consulter mes cellules. D'abord pour ce qui les concernait directement, comme l'alimentation, tout ce que je mettais dans mon corps, tout ce que je donnais à mon corps à boire ou à manger ou médicaments d'aucune sorte. Je leur demandais si ça leur convenait. Je suis contente que la kinésiologie soit devenue quelque chose de beaucoup plus courant, même pour la pratique des diagnostics ou des remèdes qui vont convenir à une personne. Mais c'est basé sur le même principe que le corps a sa propre réponse, qui révèle si la chose est bonne pour lui ou non. Mais je le faisais au début avec un pendule. Alors j'avais un beau petit cristal, etc. Et je me suis vite rendu compte que c'était un peu voyant. Et c'était pas du tout mon but d'impressionner les gens, au contraire. Alors je me suis dit comment on peut rendre ça plus discret. Donc j'ai éliminé le pendule et je me baladais les dernières fois où j'étais en France, j'ai fait ça très souvent. J'avais mon porte-clés à la main, négligemment dans les shops. Et ce qui était amusant, c'est que je faisais complètement confiance à mes cellules. Quand elles me disaient « celui-là », alors l'accord entre mes cellules et moi, c'est qu'elles vont faire tourner l'objet que je tiens entre le pouce et l'index, elles le feront tourner vers la droite si elles veulent me répondre « oui », et elles le feront tourner vers la gauche si elles veulent dire « non ». Au fil du temps, je me suis rendu compte qu'elle donnait des renseignements aussi qui parfois me faisaient penser que soit elle divaguait, soit c'était moi qui divaguais, mais les réponses n'avaient pas l'air d'avoir de sens. Disons, du peanut butter par exemple, elle me disait oui à un moment, et puis quelques jours après c'était non. Alors moi je leur disais un peu en bougonnant, bah alors il faudrait savoir, c'est bon pour moi ou c'est pas bon pour moi. Et puis elle me faisait un coup oui, un coup non. Alors je disais, ça alors, écoutez, vous m'en faites voir des bonnes là, hein, qu'est-ce que vous voulez dire aux autres? Mais elles peuvent répondre que par oui ou par non, par cette méthode-là. Et puis je me suis rendu compte, en posant des questions plus pointues, au lieu de me dire, bon, c'est n'importe quoi, il ne faut pas faire attention, abandonnons, je me suis dit, elles doivent vouloir me dire quelque chose de plus précis et de plus compliqué que simplement oui et non comme ça. Donc c'est à moi de poser des questions plus pointues, ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte que c'était parce que le même produit, selon l'heure de la journée où je le consommais, pouvait être bon ou pas bon. Ou bien selon avec quoi je le mangeais. Les combinaisons d'aliments aussi font des résultats pour le processus digestif et tout ça, pour l'assimilation et tout, qui sont très différents. C'est seulement récemment que la médecine occidentale se rend compte de l'importance du milieu intracorporel quant à son pH, le degré de la proportion d'alcalinité-acidité à chaque moment et les conséquences pour l'organisme. Or, à propos de l'alimentation en particulier, c'est d'une importance capitale. Et plein de médecins ou de diététiques ou etc. n'en tiennent aucun compte pour le moment parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est si important, que ça a des conséquences. Et plein de maladies découlent d'un excès de l'un ou de l'autre parce que les gens ne se rendent pas compte de l'importance que ça a. En général, je mange seule. Parce que mon attention à mes cellules s'accompagne d'une attention à toute la conscience qui est dans tout. C'est pas seulement dans nos cellules. Toute une partie du corps qui apprend
quelque chose de nouveau et qui ne fait pas partie spécialement du développement humain en général, c'est un acquis, et qui sera un acquis, disons, de plus, quoi, supplémentaire par rapport à... Et Mère expliquait que, par exemple, des pianistes accomplis, des vrais artistes, qui donc ont insufflé, sans le savoir, une conscience spéciale dans leurs mains, la conscience des mains, isolément du reste du corps, garde sa forme dans le physique subtil, même après la mort de la personne. Et cette conscience qui a été dans ces cellules-là, de ces mains de ce pianiste-là, en fait, toute conscience cherche à se manifester, à s'exprimer. Donc, si jamais plus tard naît une autre personne qui est aussi pianiste, et puis qui se met à jouer quelque chose que ces mains-là ont appris à jouer aussi, qu'elles connaissent, eh bien, Mère a entendu, par exemple, une fois, un musicien de son époque à elle, donc plus récent, qui à certains moments, pour certaines œuvres, jouait exactement comme on aurait cru entendre un musicien plus ancien, décédé, n'est-ce pas, et qui avait excellé à jouer ces morceaux-là. Et elle expliquait que c'était parce que c'était la conscience des mains de cet artiste décédé qui venait profiter, n'est-ce pas, des mains du nouveau pianiste pour à nouveau exprimer leur art, quoi, leur conscience de main. Et elle expliquait aussi que dans le cas des momies, etc., c'est ce qu'elle appelait, c'est ce qui était appelé autrefois la conscience de la forme, l'esprit de la forme. Parce qu'il y avait dans des traditions très anciennes, ou développées au point de vue occulte, comme en Égypte, eh bien, on savait qu'il y avait une conscience aussi, justement, dans la forme, que ce n'était pas juste quelque chose d'inerte. Mais en réalité, il y a une conscience aussi dans tout, jusqu'au plus infime atome, particules, etc. J'ai aussi une tendance à voir la courbe évolutive des choses. Hein? Je vis beaucoup dans le futur, mais aussi beaucoup dans le passé pour apprécier d'autant mieux ce qui est en train de changer. Et la promesse qui s'annonce, quoi, ou qui commence à être dans le présent. Et alors donc, de la même façon, j'ai découvert, quand j'étais dans mes premières années à Auroville, j'ai découvert un autre être que Aurobindo aimait, qui disait des choses fort intéressantes, et qui ne les a pas vécues au même degré, il n'avait pas cette dimension spirituelle-là, mais qui avait une connaissance, au moins quand il était dans un état de transe. Et cette personne est devenue un petit peu connue aussi en France, c'est Edgar Cayce. Ça m'a apporté une connaissance, une compréhension du fonctionnement du corps dans sa vérité beaucoup plus intime. Parce que nous sommes tellement sous l'emprise du mental que beaucoup de choses ne sont pas comprises parce qu'elles ont l'air d'être... enfin, le mental fonctionne dans la dualité. Et voit et interprète tout comme des choses qui s'opposent et se battent les unes avec les autres, au lieu de comprendre que tout converge en réalité sur l'ensemble. Et donc c'était toute une autre façon de voir les choses, toute une autre conscience dans laquelle il donnait, n'est-ce pas, dans laquelle il était pendant ses transes, et qui lui faisait voir et comprendre tout d'une autre manière. Fabuleux. Alors, donc, et c'était lui aussi, donc, un être dévoué au divin, une âme vivante, une âme active, qui était là pour vivre au service du divin, voilà, et qui l'a fait de cette manière-là.
tout le reste de sa vie, les gens sont, en dépit de tous les ennuis qui lui ont été faits, tous les gens qui sont venus le dénoncer comme charlatan, les docteurs qui sont venus lui faire n'importe quoi pendant qu'il était endormi, enfin c'était... Donc vraiment, il fallait se... Mais voilà quelqu'un qui a ouvert l'Amérique à toute une façon, au moins une certaine partie de l'Amérique. Non seulement à une autre vision du passé, mais aussi à une perception de l'évolution. Et aussi du futur de l'évolution. Et moi, je lisais tout ça, n'est-ce pas? Et puis carrément, je le vois qui explique que dans le futur, l'évolution va continuer. Là, ça va commencer, là, c'est en train de commencer. Et puis, le corps lui-même sera amené à changer. Il faudra que ça se fasse par l'éveil de la conscience des cellules elles-mêmes. Fabuleux. Alors voilà. Donc, voilà quelqu'un, n'est-ce pas, qui, dans sa faible mesure, a aperçu, a reçu quelque chose du nouveau pas évolutif qui était en préparation et qui a perçu avec précision ces choses qui concernaient le corps et les cellules. Nous parlons maintenant de cette question de l'immortalité. Et quelque part, il y a différents niveaux d'immortalité. Parce que déjà, de se rendre compte que non seulement on a une âme, la plupart d'entre nous naissons de nos jours dans un monde tellement matérialiste que les gens ne savent même plus qu'ils ont une âme. Et même si pendant qu'ils sont enfants, ils vivent ce fait, ça part vite dans les oubliettes avec le genre d'éducation qu'on reçoit, n'est-ce pas, qui pousse à une extériorisation de la conscience qui fait que tout ça, n'est-ce pas, est oublié au-dedans. Et trop souvent pour toute la vie qui suit. Alors, à Auroville, il y a cette sorte de spécialisation dans la matière, parce que c'est ça le pas qui est en train, complètement nouveau. Les sorties du corps, tout ça, on connaît ça depuis, on peut dire, des éternités. Il y a plein. Il y a des peuples, même très anciens, ça va de soi pour eux, n'est-ce pas? Ça continue à faire partie de leur quotidien. C'est pour nous, les Occidentaux, qui sommes devenus, par erreur, complètement matérialistes, alors ce sont des redécouvertes, n'est-ce pas, effarantes. Bon, mais disons que c'est du connu. Je ne dirais pas du rabâché, mais c'est du connu. Par contre, l'éveil de la conscience de la matière, et en premier des cellules de nos corps, ça c'est quelque chose qui est directement le résultat acquis grâce au travail évolutif accompli par Sri Aurobindo Huner. C'est seulement après 1956, quand Sri Aurobindo a réussi à faire ce qui était nécessaire pour que la vibration du supramental proprement dit vienne au contact de la matière, non seulement de l'atmosphère terrestre, mais de la matière terrestre même, eh bien c'est ça qui a activé à l'intérieur de la matière la même vibration, la même fréquence vibratoire en dormance. Je dirais comme une belle au bois dormant. Mais comme toutes les bois dormants, les belles au bois dormant, il faut un prince charmant dont le baiser va éveiller la belle. Et pour ça, eh bien, l'équivalent du prince charmant et de son bébé, c'était la même vibration, la même fréquence vibratoire étant amenée au contact de cette matière. Et alors là, à l'intérieur de la matière terrestre, la belle au bois dormant du supramental, oh, c'est ma note, c'est ma mélodie. Et la voilà qui s'éveille. Et tout a commencé à changer dans la matière.